nous essaierons de voir quel impact peuvent avoir ces grandes écoles aujourd'hui dans la situation que nous connaissons aujourd'hui et les problématiques auxquelles nous devons faire face. Toutes les grandes écoles souhaitent en effet agir, hein, évidemment, dans les contenus, dans leurs initiatives, quelles qu'elles soient, pour leur écosystème, et plus largement sur leur environnement, évidemment, pour contribuer à une meilleure vision du monde de demain. C'est ambitieux, mais il en faut de l'ambition aujourd'hui, vu les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, comment cela est-il pris en compte dans la formation? On va tous voir tout cela avec nos invités. Notre première invitée, elle est à distance, Carole Demier, l'École centrale de Marseille. Bonjour Carole, vous allez bien? Bonjour. Alors, je vous entends très très loin, mais j'imagine que vous m'entendez et c'est quand même là l'essentiel et que vous entendiez nos intervenants. Carole Renaud, fondatrice et CEO, c'est-à-dire directrice générale de Birdeo, cabinet de recrutement et d'executive search, cabinet de chasse de tête, on va dire, pour autour des problématiques sociétales et environnementales. On est d'accord? Vous nous ferez partager cette vision quand le diplômé arrive chez vous, comment il a pris en compte tout cela. Christophe Germain, directeur général d'Audencia Business School. Avec lui, fini le blabla, on passe à l'impact. Hein, c'est un peu ça, Christophe, dans les programmes. Et puis celui qui a réveillé tout le monde, si je puis dire, a réveillé ce monde des grandes écoles. Il était déjà très éveillé, mais encore plus, un peu plus réveillé. L'association, le collectif pour un réveil écologique, c'est eux qui avaient publié le manifeste pour un réveil écologique en demandant des comptes aux responsables de l'enseignement supérieur. C'est bien ça. Bonjour Nicolas Grave. Bah, vous êtes allé fort quand même à l'époque. Il fallait, oui. Qu'est-ce qui vous a, je veux dire, qu'est-ce qui vous a pris, évidemment, c'est dans le sens de ma question, c'est pourquoi à ce moment-là? On avait une énorme frustration, en fait, de se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui étaient nécessaires à faire, qu'on n'était pas du tout sur les bonnes trajectoires, et que pour autant, dans nos cours, dans l'ensemble des choses qui étaient faites dans la société, il y avait un décalage énorme entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on observait. Et donc, face à ça, on est dans une situation de frustration énorme. Et donc, on a publié ce texte, effectivement, pour l'exprimer et pour appeler à un changement et à un engagement de tout le monde. Vous pensez que le changement passera par les étudiants? Alors, j'imagine que là, vous avez pris le taureau par les cornes, si je puis dire. Les étudiants ont leur rôle à jouer, mais c'est aussi toute la société. Et toute la société, c'est aussi l'enseignement, puisque c'est là où passent les gens. C'est là où les gens sont formés, c'est là où les gens apprennent des choses. Alors nous, on a envie de sortir, hein, je disais, Christophe, du blabla. Vous avez le sentiment que vous avez entendu? Il y a des choses qui évoluent. On observe effectivement des écoles s'engager, des groupes entiers même parfois. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est arrivé là où on voulait arriver. Et il y a encore beaucoup de choses à faire changer. Vous êtes étudiant au pont, hein, paix l'école. Et puis alors là, quand on parle durabilité, les ponts sont au cœur de la transition écologique. Est-ce que vous, par exemple, à l'école, on a pris en compte cette dimension? À l'école, ce que vous allez dire, hein, la directrice vous regarde. Dans l'école elle-même, il y a des choses qui ont changé. Il y a eu des groupes de travail qui ont été lancés pour ajouter des choses dans les enseignements. Aujourd'hui, ça reste comme pour une partie des autres écoles, c'est-à-dire qu'il y a des départements, des endroits où on parle très bien de ces questions-là, où c'est très spécialisé, et d'autres départements où la question est totalement ignorée parce que focus sur d'autres problématiques. Et ça, c'est problématique puisque du coup, on sort... encore aujourd'hui, je pense, une certaine partie des étudiants qui n'auront vu qu'un cycle de conférence. Un cycle de conférence, c'est bien, ça n'existait pas avant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'École nationale des ponts et chaussées sort de l'école avec des étudiants qui, tous dans leur ensemble, ont été sensibilisés, formés et puissent répondre dans leur métier à ces enjeux-là. Et je pense que c'est pareil pour une bonne partie des écoles aujourd'hui encore. Carole Demier, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Moi, je vous entends bien là, ça y est, et la voix fut. Alors, vous dirigez une école d'ingénieurs, une très très belle école d'ingénieurs, centrale Marseille. Alors, cette problématique, vous avez réussi à l'intégrer au sein de tous les parcours, tous les cursus Je sais que vous avez beaucoup écouté les étudiants. Oui, tout à fait. Donc, nous avons beaucoup écouté les étudiants, mais surtout cette démarche qui vise à répondre à ces enjeux liés à toutes ces transitions. Elle a été menée et réfléchie au sein du groupe des écoles centrales et c'est un sujet qui part de la démarche compétences, avec clairement une accélération sur les thèmes qui sont liés aux transitions
et qui nécessite vraiment une vision et une approche pluridisciplinaire et systémique. Donc, le groupe des écoles centrales a signé des engagements et je vais peut-être vous parler, puisque c'est ce que vous m'aviez demandé, peut-être apporter un témoignage sur ce que nous avons réalisé à Marseille comme démarche concrète et comme surtout démarche d'évolution profonde de notre modèle de formation. Donc, on est parti d'une maquette pluridisciplinaire. C'était donc un système classique qui est devenu réellement maintenant un système et qui permet de se saisir de tous ces sujets sociétaux avec beaucoup plus d'impact, avec des leviers beaucoup plus variés. Et c'est peut-être là-dessus que je souhaitais témoigner ce matin, si j'ai quelques minutes pour ça. Alors, au cœur de la démarche… Oui, je développe un petit peu. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, au cœur de la démarche de l'école, peut-être en quelques mots, on est conscient que le monde évolue, on souhaite former de futurs cadres qui ont une formation scientifique solide, mais qui sont également cultivés, conscients des impacts de leurs actions et responsables. Ça veut dire développer à la fois l'esprit d'innovation, développer le sens des responsabilités et l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Donc, attention à la science avec exigence de la démarche pour tous les publics, adossement au site, adossement à la recherche et au laboratoire, mais aussi attention au monde et au monde qui nous entoure avec un engagement sur le territoire. Centrale Marseille est implantée dans les quartiers nord de Marseille et nous nous approprions la gestion de la diversité à tous les niveaux, que ce soit disciplinaire ou que ce soit humain. Alors, la démarche que je peux vous présenter en quelques minutes, elle se travaille dans notre établissement, mais elle est pleinement intégrée dans le groupe des écoles centrales avec lequel on partage des valeurs et des principes. Et elle se positionne au cœur du profil de l'ingénieur centralien qu'on a défini en commun avec toutes les écoles du groupe, un référentiel et une démarche qui sont travaillés depuis plus de 10 ans, qui intègrent toutes les dimensions de responsabilité et qui va laisser chaque école complètement libre de décliner sa propre formation. Donc ça, c'est important. Le principe de base, c'est qu'on a au cœur du système des sciences et qu'on a aussi des soft skills, mais on ne réduit pas la part de sciences, parce que la compréhension des mécanismes complexes de notre monde ne peut pas être approchée pour nos ingénieurs si on n'a pas une base de savoir solide. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est attaché. C'est aussi une demande des étudiants avec lesquels on dialogue et avec nos partenaires. Alors, il y a les sciences et les techniques au centre. Elles comprennent les sciences humaines. Et on développe 5 compétences identitaires pour l'ingénieur centralien. Elles sont transverses et elles portent les dimensions de développement durable. J'y reviendrai plus tard. Donc, il y a la dimension innovation pour créer de la valeur. Il y a la compétence complexité, approche des systèmes. La compétence direction de programme. Le management éthique et responsable. Et la vision et stratégie. Donc, vous voyez 5 grandes dimensions qui complètent un socle de sciences. Et ce référentiel, et c'est peut-être là qu'on a innové, il nous a sorti du système de tableau croisé de correspondance. Il nous a donné une vision beaucoup plus globale et on considère que les compétences vont s'acquérir avec une trajectoire. On est novice à l'entrée de l'école, on est compétent à la sortie et le parti pris, c'est qu'on évalue l'ensemble sans aucune compensation possible dans un système qui permet à l'ensemble de coexister. Alors maintenant… On va continuer, si vous êtes d'accord, Carole, on va passer la parole à Christophe et à Caroline, comme ça on continuera. On a bien compris le référentiel qui marque un véritable départ d'une nouvelle approche de l'ingénieur et qui permettra de l'évaluer à la lueur de tous ces nouveaux enjeux. Christophe Germain, même question pour vous. L'impact, c'est quelque chose que vous avez établi au cœur de votre stratégie d'ailleurs. Alors effectivement, j'aimerais revenir sur un point qui consiste à dire qu'un certain nombre d'institutions, même si ça n'est toujours pas suffisant, se sont engagées depuis longtemps dans cette direction-là, puisque si je prends l'exemple d'Audencia, que je connais bien, eh bien, en l'occurrence, nous avons signé le Global Compact en 2004, nous avons obtenu le label Lucie en 2013 et en 2012, nous avons lancé une chaire impact positif. Mais bien évidemment, cela n'est pas suffisant. Et j'ai le sentiment que grâce aux 18 derniers mois que nous avons vécus, eh bien, les choses se sont accélérées. Cela nous a conduit, par exemple, nous, à Audencia, à créer une école de la transition écologique qui va permettre aux étudiants, dans le cadre de leur formation, puisque tous les étudiants seront amenés à passer dans ce SAS, dans le SAS de Gaïa, cette école de la transition écologique, à développer des compétences en lien avec la transition écologique et sociale. Nous avons lancé en début de semaine un projet Climat Sup Business, un partenariat avec The Shift pour revoir l'ensemble de nos maquettes de cours en profondeur, de façon à ce que
tant dans le tronc commun que dans les spécialisations, en complément des compétences qui seront développées dans le cadre de Gaïa, eh bien, les étudiants puissent, au terme de leur formation, disposer d'un cadre théorique de compétences en lien avec la transition écologique et sociale. Et ce qui est important, c'est d'avoir les outils, les cadres théoriques, pas forcément, et je vais dire, c'est pas notre rôle, il est de former, ça n'est pas d'être extrémiste dans nos prises de position, c'est simplement de donner les outils, les cadres pour amener les étudiants à prendre des bonnes décisions demain. Un point intéressant, c'est que vous avez demandé à un évaluateur de shift, vous en parliez parce que vous êtes passé dessus rapidement. Moi, je ne connaissais pas quand vous n'en aviez pas, avant que vous en parliez. Ça veut dire qu'il faut aussi se regarder à la lueur d'autres paramètres et pas simplement à la lueur de ses propres disciplines, de son propre regard. Bien sûr, il faut toujours être accompagné des meilleurs experts pour pouvoir progresser, et c'est ce qui nous a conduit à développer ce partenariat avec The Shift. Beaucoup d'intelligence, de toute façon, on y arrivera, je pense. Hein. Vous êtes confiant quand même, Nicolas? Il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Hein. Bon, vous êtes confiant pour la mise en place de cette prise de conscience dans les grandes écoles, je disais, mais évidemment, sur la transition, il y a de quoi s'inquiéter. Je vais passer la parole tout de suite à Caroline. Alors, Birdeo, c'est un cabinet de recrutement, donc on voit bien. Alors, vous avez centré votre cabinet depuis 12 ans, date de sa création, autour de ces problématiques. Alors, comment vous voyez ces jeunes arriver? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs exigences parfois? Alors, il y a deux choses, hein, parce qu'il y a les attentes des étudiants, des jeunes diplômés, et il y a les attentes des entreprises. Et donc, moi, j'ai démarré il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'était vraiment un marché de pionniers. Donc, les cadres qui s'engageaient dans ces carrières souvent faisaient des choix forts en termes de salaire. Ils étaient moins payés, en termes de progression de carrière également. Et là, en 2019, j'ai vraiment vu un changement. Il y a eu énormément de création de postes sur ces sujets. Et 2021, là, on peut même parler de pénurie de compétences. Donc, il y a un truc vraiment bizarre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois, on a des étudiants, des jeunes diplômés qui ont envie d'aller sur ces métiers, qui ont envie de transformer les choses. On a des entreprises qui, quand même, globalement, ont pris conscience qu'il fallait le faire, alors que ce soit des contraintes réglementaires, que ce soit poussé par la société civile. Enfin, ça tire de tous les côtés, en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a une pénurie de compétences sur les sujets parce que on a trop de jeunes diplômés qui arrivent. Alors, il y a ceux qui auront fait que de la sustainability, mais qui n'auront pas eu ce socle de compétences en finance, en marketing, ou alors ceux qui ont eu juste le vernis. Alors, c'est bien, ils ont tous le vernis maintenant. Ça, c'est un progrès, mais ça ne suffit pas. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les entreprises ont besoin, parce que l'idée demain, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'un cabinet entre guillemets spécialisé sur ces métiers, mais que ce soit intégré dans tous les métiers de manière consubstantielle, j'imagine. C'est ça l'enjeu à terme. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune diplômé qui sort d'une école en étant spécialisé en finance, par exemple, ou en marketing, et qui n'ait pas la capacité de prendre en compte les enjeux de carbone, de biodiversité, d'inclusion dans ce qu'il fait, c'est pire que ça. C'est l'emmener au casse-pipe. Et je pense que les écoles sont aussi soucieuses de l'employabilité des étudiants qu'elles forment. Donc, prendre en compte ça, c'est aujourd'hui indispensable. Nicolas, comment s'organise le mouvement pour sensibiliser les directions? Alors, on l'a vu avec Carole, avec Christophe, véritablement, les directions ont pris la mesure, y compris le réseau dans son ensemble, hein, le réseau central. Comment vous poussez? Qu'est-ce que vous attendez et comment vous le faites passer les messages? Pour le moment, une des choses qu'on essaye de pousser au mieux, c'est de la création de groupes de travail en fait, au niveau local pour apporter des éléments de réponse. Et donc, d'une certaine manière, permettre aux étudiants de venir apporter des cours et des compétences en fait, dans leur formation à partir de comment ça se passe au niveau local. Donc, il y a cet enjeu-là. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on essaie de faire à l'échelle nationale et l'accompagnement de ce groupe Jouzel en fait partie. Travail qui est en cours de terminaison et qui reposera aussi ensuite sur le soutien qu'est capable d'apporter l'exécutif aux grandes écoles
dans la mise en place de ce socle de compétences. Ouais. Et la question qu'on se pose tous, est-ce que vous êtes écoutés, hein? Vous le disiez tout à l'heure, parfois on est suivi, plus ou moins. Et est-ce que vous avez ce sentiment qu'on accélère sur ce sujet-là? On accélère sur ce sujet-là, oui. Ça, c'est certain. Après, on part vraiment de loin. Si je reprends un sondage Ipsos Collège de France qui est sorti la semaine dernière, il y a 4/5 des jeunes qui font confiance à la science. Il y a 4/5 des jeunes qui sont intéressés par le climat et 2/5 qui sont vraiment très intéressés. Mais en fait, on voit encore aujourd'hui, hein, dans les jeunes, c'était des jeunes de 18 à 35 ans, une cohorte de 1000 étudiants, que les connaissances restent très limitées en fait. Dans ce sondage, il y a 46% des étudiants qui ne connaissent pas encore bien le terme gaz à effet de serre, 55% empreinte écologique et 2/3 des étudiants qui ne connaissent pas bien le terme neutralité carbone, alors que c'est le terme qu'on entend le plus aujourd'hui, en tout cas dans la communication des entreprises sur ce sujet. Et donc, effectivement, il y a cet enjeu très fort de demain, on veut aller dans une société qui est différente et on est à peine capable d'en parler, ne serait-ce que d'en parler. Et donc, effectivement, pour les grandes écoles, il y a des choses qui bougent plus rapidement que dans d'autres établissements. Aussi pour des questions de facilité, de moyens. Et d'agilité, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir bousculer tout un programme, un syllabus, un cursus, un corpus, comme on dit, hein, chez vous à Audencia ou à Centrale, à la lueur des enjeux, quoi, c'est ça. Mais se pose donc aussi la question de la formation continue. Ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux qui prennent des décisions aujourd'hui, il faut qu'ils puissent pouvoir intégrer ces questions-là et pas seulement que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il faut que les vieux, en fait, c'est ça. Il faut que ceux qui sont aux manettes prennent, parce que vous avez visiblement pris conscience du sujet, mais c'est vrai que dans cette période d'élection, c'est des messages forts qu'il faut faire passer, hein, de toute façon, pour que ça bouge dans les grandes écoles, mais aussi à l'université. Hein, c'est quand même là que sont majoritairement la majorité des étudiants. Alors, Carole, continuez, s'il vous plaît. Vous avez vu, les étudiants, ils sont proactifs, hein. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec eux. Oui, tout à fait. Donc, nous avons travaillé avec eux, nous écoutons les groupes de travail qu'ils ont composés, nous avons fait nous-mêmes des groupes de travail en interne et puis nous écoutons nos experts. Mais vous l'avez dit, puis l'étudiant en parlait tout à l'heure, il s'agit de bousculer complètement des modèles de formation quand même, hein. Ce dont on parle, si on veut être créatif sur ces sujets-là, même si on a la conscience de l'enjeu, c'est de sortir de mode d'enseignement classique, sachant qu'on doit à la fois sensibiliser sur les thèmes, on doit apporter des connaissances et on doit préparer à l'action. Alors, il y a des choix courageux à faire, je crois, et à Centrale Marseille, ça fait quelques années déjà, depuis 2017, qu'on a choisi de complètement transformer le modèle de formation pour générer justement des espaces où on peut donner libre cours à notre créativité sur tous ces thèmes-là et obtenir beaucoup plus d'impact. Très rapidement, le choix qu'on a fait, c'est de miser sur l'alternance, et l'alternance pour tous, parce que nous croyons profondément à l'apprentissage par l'action et par l'immersion, et nous croyons qu'il est important aussi de développer une prise de recul des étudiants et une verbalisation de ce qu'ils observent et pour leur permettre de rétroagir et de s'améliorer. Donc un choix qui a été de mettre tous nos étudiants en rythme d'alternance, donc alterner de l'académique, des temps d'immersion, des temps d'atelier, et c'est à travers cette alternance qu'on va accéder aux fameuses compétences transversales dont je parlais tout à l'heure, et à travers elles, on va pouvoir également toucher toutes les disciplines et faire de la transversalité. Donc, il y a un travail sur les rythmes global, il y a un travail pour donner de la liberté aux pratiques pédagogiques, ça c'est important. Et pour donner de la liberté aux pratiques pédagogiques, paradoxalement, il a fallu fixer un cadre qui a permis ensuite à chaque discipline de s'exprimer dans sa discipline indépendamment des autres, pour permettre une amélioration continue et pour permettre de ne pas être gêné par des questions de planification quand on gère des grands groupes. Bon, on a aussi des questions de ressources à gérer. Donc voilà, ça c'est aussi des difficultés qu'il faut lever. Il faut lever des difficultés liées aussi au positionnement des disciplines les unes par rapport aux autres. Donc je disais tout à l'heure, un cœur scientifique c'est important. Et dans un référentiel qui adresse toutes ces questions de transversalité, il y a des compétences qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus ouvertes. Et ce qui est important, c'est que chaque spécialiste puisse s'exprimer dans son champ d'expertise, puisse enseigner au meilleur dans sa discipline et qu'on donne la liberté à chacun d'évaluer ses acquis comme il le souhaite, mais qu'on génère aussi des temps et des espaces spécifiques
où on peut traverser les disciplines, aborder des enjeux justement transversaux, transdisciplinaires liés aux enjeux climatiques, biodiversité, aux enjeux humains. Et donc, ça signifie qu'il faut générer un système complexe. Question piquante, évidemment, que je ne pouvais pas ne pas vous poser. Est-ce qu'il y a de la résistance côté corps enseignant? Parce que c'est là que ça bloque parfois, parce qu'il faut les faire bouger. C'est une question générationnelle, mais est-ce que là aussi, il y a une capacité à disrupter vers ces problématiques? Il n'y a pas de résistance sur le fond. Très clairement, je pense que l'ensemble de la communauté est convaincu qu'il est important d'apporter des contenus, qu'il est important d'apporter une formation efficace pour nos jeunes qui vont nous aider à faire évoluer le monde et les organisations de demain. Par contre, il y a une difficulté bien réelle qui est que chaque discipline doit exister en tant que telle, doit évoluer, mais que le sujet de ces transitions et de ces transformations, il n'est pas monodisciplinaire. Donc, il faut créer des espaces où on peut adresser d'une autre façon les thèmes. Et là, il y a une difficulté d'organisation et de conception. Et c'est un petit peu à ça qu'il faut se frotter si on veut traiter correctement ces enjeux-là, et pas simplement en juxtaposant des modules complémentaires. Donc, c'est vraiment le système qui doit, dans son ensemble, porter toutes ces dimensions-là. Et c'est un petit peu le choix qu'on a abordé. Ouais, Christophe Germain, même question pour vous. Ça pousse un fort derrière, parce que vous bougez, vous concevez des nouveaux programmes, et pour autant, ça pousse fort derrière chez les jeunes. Alors, oui, non, oui, exactement, oui et non. Nous, on le voit très bien, de façon très factuelle, au moment de l'intégration dans l'école, il n'y a que 30% des étudiants qui rejoignent l'école qui se projettent dans des métiers intégrant cette dimension-là. Bon, c'est tout à fait normal dans la mesure où déjà ils ont des difficultés pour se projeter dans une carrière professionnelle future. Et donc, au début, voilà à peu près les proportions. Ensuite, les choses évoluent positivement. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les étudiants affinent leur projet professionnel, cette dimension-là est intégrée. Et la proportion s'inverse quasiment au terme de la formation. Et aujourd'hui, on retrouve des diplômés qui interrogent même les entreprises quant à leur politique en matière de transition écologique et sociale lorsqu'ils sont dans un processus de recrutement. Donc, effectivement, les écoles se trouvent au cœur d'une chaîne de valeur avec en amont des jeunes et en aval des entreprises. Et nous, notre rôle, il consiste à former, mais également faire progresser la conscience que vous évoquiez tout à l'heure. C'est aussi ça notre rôle, c'est d'éveiller, de former ceux qui, pour lesquels ces sujets-là peuvent être lointains lorsqu'ils débutent leur formation. Donc, voilà nos deux missions principales. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut sortir, un, de l'effet de mode, deux, des injonctions des jeunes et des parties prenantes, mais bien prendre en compte au niveau des contenus. Et c'est cette prise de conscience qu'il faut absolument… il faut la mobilisation interne, c'est ça. Ça, c'est une des difficultés, j'imagine, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Pas vraiment, puisque, en l'occurrence, comme cela a été évoqué, nous avons des corps professoraux qui sont pleinement conscients, puisque leur rôle, c'est d'être en avance par rapport aux pratiques managériales du moment. Et donc, il y a une prise de conscience du fait que cette dimension-là doit être intégrée demain dans les enseignements. Donc, ça n'est pas vraiment à ce niveau-là où se trouve la difficulté. Il faut… la difficulté, disons, je pense que la difficulté consiste dans le fait, comme cela a été évoqué et comme cela a été également précisé par Madame la ministre tout à l'heure, nous ne pouvons pas aborder ces problématiques-là sans interdisciplinarité. C'est ça le cœur du problème. Pour aborder ces sujets qui sont éminemment systémiques, vous ne pouvez pas les aborder en silo. Donc, un coup le management, un coup l'ingénierie. Nous, par exemple, nous avons lancé, il y a 3 ans maintenant, un master spécialisé en acteurs pour la transition énergétique qui associe Audencia, école de management, l'école centrale de Nantes et l'école nationale supérieure d'architecture. Parce que la problématique de la transition écologique, doit être au croisement de ces différentes disciplines. C'est ce qui rend difficile. Alors, j'imagine, déjà, vous savez un sourcing, hein. Vous savez, les managers de la transition écologique,
ça va intéresser. Je fais une parenthèse parce que effectivement, Audencia, c'est vraiment une école très pionnière sur le sujet. Donc, C'est gentil. non, je dis pas ça pour être gentil. Ça ne peut pas préparer. Hein. On peut se faire des compliments après tout. Du coup, vous m'avez fait perdre le fil de voilà. Ma question, c'était évidemment ce qu'on a envie d'entendre chez celles qui s'occupent du recrutement pour les entreprises, c'est que les entreprises jouent du jeu parce que, on peut le dire, parfois il y a du green, mais de façade. Comment sortir de ça? Est-ce qu'on en est sorti déjà? Parce que c'est peut-être moi qui présume de quelque chose de faux. Non, enfin, on rentre encore plus dedans. C'est-à-dire que le côté très positif, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience par les entreprises. Alors, qu'elle soit sincère ou forcée. Et puis, de toute façon, quand on dit une entreprise, il y a des directeurs, il y a des managers, enfin, ce n'est pas une seule personne. Mais l'effet, c'est qu'effectivement, on tombe vraiment dans le greenwashing. Et là, moi, des fois, quand j'écoute la radio et quand j'entends les banques parler de ce qu'elles font, je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. 500 millions d'investissements durables, sachant qu'il y en a 25 milliards à côté qui ne sont pas dessus. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, ont de plus en plus envie vraiment de challenger les entreprises et elles osent le faire. Et moi, j'ai énormément d'entreprises qui s'adressent à nous en nous disant bon, ben voilà, je veux recruter tel type de profil. Ça va être facile puisqu'on est Bicorp, puisqu'on est sur le chemin de société à mission, on fait de l'impact, etc. Bah, aujourd'hui, ça ne suffit plus, cet argument. Il y a 5 ans encore, cet argument, il suffisait. Aujourd'hui, il faut vraiment être capable de démontrer à la fois ce qu'on fait et puis surtout d'être authentique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait tout parfaitement, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et j'aime bien donner l'exemple de Veja, vous savez, les baskets. Les baskets, superbes baskets. Voilà, qui sont faits de façon écologique. Alors, c'est peut-être facile pour eux, mais eux, en fait, ils ont une page sur leur site où ils expliquent tout ce qu'ils font mal et tout ce qu'ils devraient, tout ce qu'ils ont besoin d'améliorer. Et aujourd'hui, les candidats, notamment les jeunes, les challengent énormément là-dessus. Et ça, c'est très positif, en fait. C'est quand même très marketing. Hein. Si on le fait chez Veja, c'est consubstantiel. Je reprends ce mot, pardonnez-moi, à cette entreprise qui est par nature durable. Donc, vous nous assurez que les entreprises sont sur le chemin? Pas toutes, pas avec un même niveau de maturité, j'imagine? Alors, il y a des niveaux de maturité extrêmement différents. Il y a des niveaux de sincérité extrêmement différents. Mais ça, je crois qu'ils ne se laissent pas faire. Mais de toute façon, il y a des contraintes dans tous les sens. Donc, il y a une transformation qui est en marche. Il n'y a pas le choix. France 2030, je vous ai demandé à tous un petit exercice de regarder qu'est-ce que c'était France 2030 et comment on peut y voir les prémices de quelque chose, d'un mouvement en tout cas, d'une direction, d'une trajectoire positive dans le sens de ce que nous défendons ce matin. Nicolas, alors les étudiants étaient présents lors de l'annonce du plan France 2030 et c'est même eux qui ont pris la parole pour commencer, pour dire la direction où aller. Alors, notamment avec une étudiante de l'agro, c'est ce que rappelait la ministre. Vous, est-ce que vous retrouvez un certain nombre de points qui vous conviennent? Est-ce que j'y retrouve un certain nombre de points qui me conviennent? Oui. Est-ce que c'est un plan qui en soi est satisfaisant? Je ne pense pas. Une des choses dont je me souviens, c'est qu'en 2016, il y a eu des choses au niveau de la finance climat et qu'on attendait les flux financiers attendus, flux financiers d'investissement attendus pour la transition. On s'attendait à une multiplication par 10 au niveau mondial pour atteindre les 2 degrés. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Donc oui, on met 30 milliards, mais ça reste que 30 milliards. Et ensuite, il y a un deuxième vrai problème dans le plan France 2030, c'est qu'il ne s'intéresse que pour le moment à la transition énergétique. La transition écologique, il y a aussi les questions de biodiversité qui sont totalement ignorées. Puisque j'intéresse à l'alimentation. Alors, j'ai les chiffres sous les yeux. 2 milliards d'euros pour la révolution de l'alimentaire saine, durable et traçable quand même. Ça fait 2 milliards sur 100 milliards, ouais. Alors que c'est un des sujets les plus majeurs aujourd'hui. Et sur ces 2 milliards, tout n'est pas dirigé vers la décortiquer le programme présidentiel. Dirigé vers la biodiversité. Donc, on peut dire que la biodiversité est complètement oubliée de ce plan. Ouais. En tout cas, pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, oui, il y a des choses positives. Il y a quand même ça part quand même vers du tout solutionnisme technologique plutôt que de l'étude des solutions
avec coût-bénéfice. C'est regarder ce que ça apporte et est-ce que ça vaut le coup. Là, c'est dans la bonne direction, mais ça reste vraiment du solutionnisme technologique et on laisse vraiment de côté certains enjeux. Carole Demier, alors vous, je vous ai demandé aussi cet exercice de regarder le programme présidentiel. Carrément, on évalue le président là, carrément. Allez, alors que c'est la période. En tout cas, ce programme d'investissement d'avenir qui est réservé aux universités, mais là, il s'agit bien d'avenir. Comment vous le regardez ? Je ne vais pas faire un exercice d'évaluation, ce serait prétentieux. Je pense... Pardon, voilà. Non, moi, je pense que l'exercice, il est important et il révèle une réelle prise de conscience et je pense que c'était vraiment nécessaire. Je rejoins pour dire que c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant pour le moment. Je pense que clairement, les grands enjeux énergétiques sont saisis. Clairement, les grands points sont listés. Moi, j'attends aussi beaucoup plus d'éléments sur le sujet de la biodiversité et des enjeux sociaux et sociétaux, des enjeux humains. Qui font partie, me semble-t-il, de l'équation à poser. Ensuite, par rapport au soutien à attendre, effectivement, je pense que là, il y a un élan, mais du côté des grandes écoles, et ça a été évoqué tout à l'heure par Madame la Ministre, il y a un soutien qui est amorcé, mais nous avons besoin d'évoluer encore beaucoup plus, nous avons besoin d'investir beaucoup plus pour transformer notre système. Et là, j'attends qu'effectivement, les grandes écoles soient vraiment intégrées dans les enjeux de cette France 2030, parce que nous formons les jeunes de demain et nous avons à nous transformer en profondeur pour être à la hauteur des attentes, pour que le monde puisse évoluer dans la bonne direction. Voilà. Donc, j'espère dans l'avenir que les grandes écoles pourront être encore écoutées pour intégrer ces enjeux pleinement et apparaître dans les programmes présidentiels. Une belle enseigne comme Centrale, le réseau des écoles centrales, vous devez investir massivement dans le digital, parce qu'il faut faire face à la révolution. On vous demande d'investir massivement dans la transition écologique. On vous demande d'investir massivement dans l'expérience étudiant. Et accessoirement, pour faire face à l'augmentation de population étudiante, on vous demande d'investir dans du bâti. Donc, c'est vrai que toutes ces injonctions à se développer, finalement, c'est ça qui rend peut-être aussi compliqué cette prise de conscience totale. Alors, ce n'est pas un souci de prise de conscience. Enfin, du côté des écoles, la conscience est bien réelle. Le sujet, c'est comment on transforme notre modèle pour être à la hauteur de ces enjeux. Et vous l'avez dit, il faut être sur toutes les dimensions en même temps. Le bâtimentaire, le numérique, le contenu, soutenir la recherche, être à l'écoute des étudiants et aller et anticiper sur ce que seront les métiers de demain. Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais nous, on a un modèle à réinventer. Et je pense que ce sujet de réinventer un modèle pour être à la hauteur de ces enjeux, il doit être saisi à la juste mesure des enjeux. Et j'espère que c'est ça que nous entendrons. Mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Je ne pense pas suffisamment, mais nous cherchons à nous donner les moyens de nos ambitions. Non, mais c'est le moment de faire passer des messages. On a plein d'internautes qui nous regardent. Donc, et puis, alors, la période est plus aux promesses, en tout cas aux promesses. Donc, allons-y. Christophe Germain, alors France 2030, même question, vous avez préparé. Je sais que vous avez préparé. Comment vous le regardez, ce programme ? Alors, même si je partage le point de vue qui vient d'être exprimé, moi, je préfère voir le verre à moitié plein, pour rester positif, optimiste. Et je trouve que ce qui est important, c'est que pour la première fois, me semble-t-il, il y a une stratégie qui a été définie avec des axes, des ambitions, et c'est quelque chose de très positif, très, très positif, avec, qui plus est, des ressources prévisionnelles qui sont allouées à chacun des axes. Donc, j'allais dire, mon opinion, c'est maintenant, il faut voir, comme dans tout plan stratégique dans une entreprise, la qualité de la mise en œuvre. C'est sur la mise en œuvre et les résultats qui seront obtenus que ce plan sera jugé, quoi. Mais, même question pour vous, vous aussi, le digital, des nouveaux bâtiments. Bref, une nouvelle école, Gaïa, vous l'avez dit tout à l'heure, ça veut dire que ça exige beaucoup d'investissements supplémentaires, complémentaires, des investissements qui sont normaux pour une école? Aujourd'hui, on a, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, une accélération qui fait que les investissements auxquels nous devons souscrire sont très, 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 très importants. Et donc, bien évidemment, comme cela a été évoqué à l'instant, nous ne disposons jamais suffisamment de ressources, même si nous pouvons aujourd'hui aller vers ce type d'investissement. Mais c'est vrai que s'il y avait une prise de conscience du rôle encore plus important, du rôle des grandes écoles dans cette transformation, il ne faut pas oublier que la formation est un levier fondamental
pour le progrès social et économique en intégrant la dimension écologique et sociale. Je rappelais hier, dans le cadre d'un autre plateau, que par exemple, eh bien, les pays des BRICS se sont développés, mais en réformant au préalable leur système universitaire de grandes écoles qui font aujourd'hui partie des meilleurs au monde. Donc, si on veut véritablement inscrire à l'agenda la question de la transition écologique et sociale, les grandes écoles, les universités doivent être absolument partie prenante et on doit leur donner les moyens parce que nous faisons des choses d'extrêmement bonne qualité. Aujourd'hui, les institutions françaises sont parmi les mieux classées dans les classements internationaux. Donc, nous faisons des choses de qualité. Si le souhait est que nous passions à la vitesse supérieure, eh bien, effectivement, si nous pouvions avoir des moyens supplémentaires, ce serait pas mal. Mais d'ailleurs, je signale, j'en ai pas parlé, vous parliez de palmarès et de classement, il y a eu un classement impact par les EcoStart. Vous étiez pas mal dans mon souvenir. Effectivement, oui. Qu'est-ce que c'était ce classement? Parce que c'est intéressant, puisque c'est le sujet du jour, en fait. C'est un classement qui reprenait un ensemble de critères justement liés à la transition écologique et sociale. C'est le premier classement national qui est sorti en intégrant ces dimensions-là. Et effectivement, Audencia… C'était quoi? Deux, trois tips, deux, trois critères qui étaient pris en compte. La façon, par exemple, dont cette problématique est prise en compte dans les enseignements, la politique de l'institution dans ce domaine, voilà un peu les éléments qui figuraient. Il faut être vertueux chez soi avant de parler de vertu à l'extérieur. Hein. C'est vrai que plastique, paille, tri sélectif, habitat durable pour les étudiants étrangers qui viennent, et puis diversité, RSE, on n'en finit pas. Ce qu'il faudrait, c'est que les classements classiques, qui sont importants pour les écoles, prennent davantage en compte les questions de sustainability dans les programmes. D'accord. Merci pour le message. Je le ferai passer aux classeurs. France 2030, vous aussi, est-ce que vous avez regardé un peu ce programme? Est-ce que d'abord, ça va transpirer chez les recruteurs et est-ce que vous espérez un mouvement encore plus marqué chez les entreprises? Alors, dans les entreprises, le mouvement, il a déjà commencé. Après, quand il y a un programme comme ça fait un appel d'air à la fois positif et puis aussi pour du greenwashing. Donc, après, le tout, c'est dans la mise en œuvre. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a la France, mais surtout, il y a l'Europe, qu'aujourd'hui, il y a des grands débats qui se dessinent sur qu'est-ce qu'on veut comme capitalisme, comment on veut le faire évoluer. Donc, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Et je crois que l'Europe doit vraiment prendre sa place aujourd'hui pour dire ce qu'elle a à dire. Il y a la taxonomie verte au niveau européen qui, alors, elle a plein de qualités, elle a plein de défauts aussi, mais au moins, elle a le mérite de commencer à dessiner quelque chose au niveau européen sur ce nouveau capitalisme qu'on veut. Alors, dites-nous la vérité. Il y a les entreprises internationales et il y a les entreprises made in France. Est-ce qu'on est plus vertueux? Est-ce qu'on est plus exigeant? Comment on se positionne quand vous avez les recruteurs qui arrivent? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises françaises sont mieux que les autres sur la matière de D'accord. Alors, c'est plus clair comme ça, non? Oui, non, mais si, c'est très clair et je vais répondre très clairement. Globalement, l'Europe et la France, les entreprises sont plutôt vertueuses et en avance sur ces sujets. Alors, je suis d'accord, il y a plein de choses à faire et c'est pas assez, mais globalement, on a une avance parce que on a quand même en France et en Europe une conscience sociale, sociétale assez forte. Et puis, on aime bien la régulation aussi. Donc, il ne faut pas se leurrer, ça fait partie aussi des choses qui poussent les entreprises. Alors, excusez-moi, je regarde les questions. Hein, je ne communique pas avec mes enfants ou mon épouse. Je suis en train de regarder les questions que je reçois sur mon mobile. C'est un monde à bousculer quand même, les grandes écoles, hein, quand on le regarde à la lueur de la transition écologique. Hein. C'est le sentiment que je perçois quand je vous écoute. Oui, mais ce n'est pas le seul. La raison pour laquelle on bouscule le monde des écoles, hein, on va commencer par là. La raison pour laquelle on bouscule le monde des grandes écoles, c'est aussi parce qu'on y est et parce qu'on voit ce qui se fait et qu'on voit qu'il y a des choses à faire. On essaye aussi de bousculer les entreprises et autres. Vous avez sollicité les entreprises? Vous avez aussi Ça a été une des premières actions du collectif, en fait, du collectif pour un réveil écologique, de interroger les entreprises, de venir leur demander des comptes, en fait, de les questionner sur pourquoi ça avance pas. Et puis on a publié aussi un guide anti-greenwashing il y a 2 ans, en 2019, qui reprend en fait quelques points pour savoir se défendre intellectuellement en fait quand on voit
effectivement la communication des entreprises qui parfois est abusive. C'est ça le problème. Je crois qu'on en a fait un argument de communication alors que ça devrait être un argument stratégique, enfin une dimension stratégique, que ce soit dans les grandes écoles ou les entreprises. À quel point cela a bousculé? Alors, vous m'avez dit, hein, les enseignants veulent évidemment faire évoluer leur programme. Est-ce que ça a vraiment bousculé les programmes, l'organisation, la pédagogie? Est-ce que le concept pédagogique autour de cette dimension a vraiment secoué l'organisation dans les grandes écoles? Carole Demier, votre sentiment? Alors, je vais témoigner pour Centrale Marseille, pas pour les grandes écoles. Oui, ça a complètement bousculé la façon d'approcher la pédagogie. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on continue à enseigner de façon classique, en évoluant sur la pédagogie, mais on continue à enseigner des disciplines. Par contre, on a généré des espaces qui permettent à la fois de confronter les disciplines, de faire de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité, ça a évoqué, mais également d'apporter des éléments de sensibilisation et de culture. Donc, je vais vous donner des exemples. Hein. Bien sûr, on sensibilise avec de la fresque du climat, mais on enrichit avec des séquences pédagogiques pour renforcer les savoirs. On crée des semaines, on crée des modules entiers, on crée des semestres qui portent sur les enjeux sociétaux. On crée des temps où on parle de culture et de société avec des choix que les étudiants peuvent faire, puisque dans ces champs-là, il est important aussi de se dire que chaque étudiant va pouvoir et va devoir cheminer en fonction de ses appétences et des sujets qui vont l'intéresser. Donc, on génère des cours, des conférences, des débats. On va s'attacher au sujet qu'on propose dans le cadre des projets, à l'évaluation des projets, de façon à ce que tous portent une attention aux impacts. On va s'attacher aussi à tout ce qui est enseignement du management et au choix des enseignements managériaux, développer de l'agilité comportementale, développer du questionnement éthique, enseigner l'évolution des organisations et des modes managériaux. Donc oui, ça change radicalement la façon d'approcher nos programmes. On a à la fois des crédits ECTS classiques sur des enseignements académiques classiques et on est en train de délivrer un système d'évaluation particulier sur les compétences où on est en train d'évaluer par un système de badge qui va permettre à l'étudiant de prendre conscience de l'évolution dans ses compétences et à travers ça, de prendre conscience de toutes les dimensions liées à la soutenabilité sur les sujets environnementaux et sociétaux. Donc, on revoit complètement notre système de formation. Et long. Pardon ? C'est un travail long, de longue haleine. On l'a commencé en 2017 et, cette année, on diplômera par compétences. Voilà, à partir de septembre, on diplômera par compétences en intégrant toutes les dimensions. Vous êtes trop modeste, Carole Demier. Vous êtes une des premières écoles d'ingénieurs à avoir mis en place les blocs de compétences liés à la réforme. Racontez-nous rapidement. Est-ce que vous avez justement, ça vous a permis d'accélérer justement? Les blocs de compétences. C'est ça, les blocs de compétences. Vous êtes l'école, vous avez bien mis en place votre programme à la lueur des blocs de compétences. Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, le principe est basé sur l'idée qu'on a ces fameux blocs dont je parlais tout à l'heure, les 5 blocs de compétences qu'on a définis en commun au niveau du groupe des écoles centrales. Et ensuite, on a transformé le système de formation pour qu'on puisse avoir ces blocs de compétences qui cohabitent avec des unités d'enseignement académique classiques. Chacun à sa place, les uns complètent les autres. Pour évaluer des compétences, on mobilise des savoirs et des savoir-faire dans des situations complexes et on évalue les deux et on évalue l'ensemble. Donc, comment on l'a mis en place? Eh bien, on l'a mis en place en structurant, on l'a mis en place en laissant une place à chacun et en laissant surtout de la liberté à toutes les équipes pédagogiques pour s'engager tout doucement dans cette démarche-là, avec une vision globale et systémique qui intègre toutes les dimensions. Toutes les écoles d'ingénieurs centrales, toutes les écoles centrales sont concernées par cette démarche. C'est ça qui est intéressant. Toutes les écoles centrales sont concernées par la démarche. Le référentiel, on l'a conçu en commun, la méthode également. Après, la déclinaison pratique dans la formation, ça, c'est vraiment déployé par chacune des écoles à sa façon parce que c'est adapté à chaque corps pédagogique. Et ça, c'est important également, c'est adapté à l'environnement et chacune s'en saisit à sa façon. Donc, le choix pour nous de délivrer des crédits et des badges complémentaires, c'est un choix de Centrale Marseille. Les autres vont petit à petit le développer à leur façon. Pour faire de la bonne pratique, des partages de bonnes pratiques. Donc voilà, à Marseille, on fait comme ça. Voilà, en permanence des échanges entre écoles, bien sûr. Question dans ce sens-là, je les poserai dans quelques instants. Christophe, est-ce que ça a secoué un peu l'organisation? Même question que pour Carole. Alors, non, pas secoué dans la mesure où, comme je l'évoquais tout à l'heure, même si, encore une fois, nous ne faisons pas tout bien. J'insiste bien sur ce point-là. Mais bien sûr,
il faut le dire. Mais 2001, par exemple, moi je me souviens, c'est l'année où j'ai rejoint Audencia, nous distribuions, par rapport à l'approche compétences, un portfolio des compétences, un classeur qui permettait à l'étudiant de suivre les compétences qu'il a développées au cours de sa formation. Donc, il a fallu faire évoluer, bien évidemment, ce portfolio de façon à y intégrer de nouvelles compétences. Donc ça, la RSE, idem, début des années 2000, nous avons inscrit la RSE dans le cadre de notre stratégie et nous n'avons pas aujourd'hui de résistance forte de la part du corps professoral, tout simplement parce qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs nous ont rejoints depuis 20 ans parce que, justement, cette dimension était inscrite au cœur de la stratégie. Donc, petit à petit, notre corps social s'est structuré autour de cette idée-là. Donc, ça n'est pas une révolution, c'est une accélération peut-être en revanche. Par le fait, je pense que l'élément nouveau, c'est qu'il n'y avait pas, il y a 20 ans, cette demande exprimée de la part des étudiants. C'est ça la nouveauté. Donc, par rapport à ça, il faut que nous accélérions. Oh oui, oui, ça s'agite, parce que, pardonnez-moi, je pique un peu. Non, leurs démarches sont extrêmement constructives, je trouve, dans la mesure où, notamment, ils demandent à être partie prenante de la réflexion. Et donc, ça, ce sont des éléments positifs. C'est pas fait dans une logique contestataire. Non, c'est, s'il vous plaît, associez-nous à votre démarche. Et donc, on a un certain nombre d'étudiants qui sont moteurs par rapport à ça, qui ont intégré ça dans les activités associatives, dans leur vie de tous les jours. Donc, par exemple ? Bien sûr. Nous, que ce soit dans les différents organes de gouvernance interne de l'école et externe, au conseil d'administration, il y a un représentant du corps estudiantin, il y a un représentant des diplômés, il y a également des entreprises qui sont exemplaires dans le domaine de la transition écologique et sociale, et donc qui nous challenge. Et c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. Je crois que c'est le dialogue, hein, évidemment, et le partage. Caroline, alors évidemment, est-ce que comment dirais-je, quand vos diplômés arrivent dans l'entreprise, ils mettent à profit ce qu'ils ont appris, parce que c'est aussi important, parce que parfois on les recrute avec un prétexte bon ou pas bon, mais en tout cas, est-ce qu'ils sont vraiment embauchés dans ces fonctions dans les entreprises? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs cas de figure. Je pense que ce qui est important à comprendre quand on est un jeune diplômé et qu'on intègre une entreprise comme ça, c'est que c'est des métiers qui sont difficiles. Parce que certes, à la fois, je vous dis aujourd'hui, il y a un manque de compétences. Il y a une pénurie. Il y a une pénurie, il y a les entreprises qui prennent confiance. Après, ouais. Mais en même temps, quand je dis les entreprises, il y a les managers, il y a les cadres, il y a différentes fonctions, il y a les jeux politiques, il y a ce que dit le patron, etc. Ce qui fait qu'ils arrivent avec plein d'ambition, et ça c'est formidable. Après, il faut faire preuve de beaucoup de ténacité et d'humilité aussi, et de capacité de négociation, qui sont des compétences, en général aussi maintenant les écoles essayent vraiment de mettre en valeur, mais tout on parle de soft skills, c'est vraiment des choses importantes à développer, et puis se dire que certes, je rentre dans une entreprise qui a envie de changer le monde, mais au jour le jour. Alors, on le voit bien. D'abord, je rappelle que vous pouvez poser vos questions. J'en ai reçu quelques-unes, je vais les poser. Comme je le disais, je regarde mon téléphone pour ça. Ce que je perçois, en tout cas chez Nicolas, c'est de l'impatience. Et au travers de ce qu'il nous est dit, c'est qu'il faut aller vite. Vous avez montré votre montre tout à l'heure. On fait quoi? C'est-à-dire qu'on a parlé vous avez commencé en 2002 quand vous êtes arrivé. Carole disait, on a commencé la réflexion en 2017. Or, les enjeux, et d'ailleurs le GIEC le dit bien, hein, l'accélération du réchauffement climatique, de la fonte des glaces, de toutes les problématiques, la destruction du vivant, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, le trou. Enfin bref, les problématiques sont énormes. Il faut aller vite, beaucoup plus vite. Oui, complètement, c'est un des... Ça, j'ai envoyé en cours des écoles, c'est qu'il ne faut pas 4 ans pour changer un programme. Il faut beaucoup plus, selon vous, accélérer le rythme. C'est clair, il y a le rôle aussi au niveau national de venir apporter des outils, de définir des blocs de compétences pour faciliter le travail dans les écoles. Ça a été un des objectifs du groupe Jouzel. Et puis, il y a aussi dans les mains de l'exécutif le pouvoir de venir accompagner ces écoles-là pour aller plus vite.
Vous avez une échéance en tête? Est-ce que vous avez une idée de calendrier pour ça Nous, on a des stratégies au niveau national et international de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction des objectifs qu'on se donne. Est-ce que c'est 1,5 degré, est-ce que c'est 2 degrés? Pour le moment, on voit qu'on n'est pas aligné sur ces stratégies dans la manière dont ça se déroule au quotidien. L'objectif, c'est quand même au moins d'essayer d'atteindre les objectifs qu'on se donne. Et ça, pour le moment, on n'y est pas encore. Carole, il y a du boulot, hein. Oui. Pardonnez-moi, je vous attaquais un peu. Je dis 4 ans pour mettre un programme durable et c'est pas assez rapide. Quand je regarde avec le prisme de Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire qu'on vous demande beaucoup? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut aller vite. Par contre, changer un système de formation, ça ne peut pas être fait rapidement. Et donc, je crois que c'est aussi ça qui est important de se dire, c'est qu'il faut qu'on garde des bases solides et que donc on arrive à concevoir des systèmes qui soient suffisamment robustes pour se permettre d'être très agile localement, de réagir très vite aux sollicitations, aux besoins du monde pour lequel il y a effectivement une réponse d'urgence à apporter. Et là, je rejoins complètement. Par contre, il reste des enseignements qu'on ne va pas pouvoir réduire et il reste de toute façon qu'un système de formation qualitatif, il ne peut pas se transformer chaque année. Donc, c'est trouver la bonne régulation entre aller vite pour répondre à l'urgence, mais rester solide et se dire aussi que dans tous ces thèmes, et ça c'est aussi pour les étudiants, il y a des sujets qui s'apprennent vite et il y en a d'autres qui nécessitent une certaine forme de maturation, qui nécessitent de l'immersion, qui nécessitent d'être pensés, se confronter à des enjeux sociétaux, se confronter à l'humain, se confronter aux citoyens. Ça nécessite de temps en temps d'aller passer un peu de temps au contact et vraiment passer du temps. Donc, je dirais, je rejoins complètement, c'est une urgence, j'en suis convaincue, mais il faut trouver cette bonne combinaison entre l'urgence et répondre à des enjeux qui demandent aussi de la réflexion et de l'imprégnation pour être juste et pour être efficace sur du long terme, pour parler de durabilité. Oui, Christophe, c'est vrai qu'on vous met la pression. Oui, après, je pense que s'il y a un qualificatif qui va bien aux grandes écoles, c'est celui ou un mot, c'est d'agilité, de capacité d'adaptation. Nous savons nous adapter aux évolutions de l'environnement et aux contingences qui s'exercent sur nous. En l'occurrence, il y a ce sujet-là aujourd'hui. Nous l'intégrons. Et je pense qu'un certain nombre de choses ont déjà été faites sur le sujet et sont en train de se mettre en place de façon à agir vite. Parce que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes entre deux pôles, un pôle amont, un pôle aval. Il va y avoir une demande des entreprises qui va être exprimée dans ce sens-là. Et nous, il faut que nous soyons en capacité d'y répondre. Aujourd'hui, nos diplômés se placent extrêmement bien sur le marché du travail. Pour que cela continue dans le futur, il faut que nous adaptions. Donc, nous n'avons pas le choix. Et nous allons de l'avant. On sent qu'il y a une contrainte d'accélération sur les programmes. Oui. Et accélération, alors il faudrait que, disons, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été réalisées sur le sujet, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a une accélération suite aux 18 derniers mois que nous venons de vivre. Enfin, ça a commencé en 2002, hein, vous nous l'avez dit chez vous. Hein. Oui. Non, mais l'accélération, elle est très récente. En tout cas, le corps professoral, j'en parlais tout à l'heure avec Carole, je ne vous ai pas challengé là-dessus, le corps professoral a accompagné, a suivi naturellement chez vous. Oui. Mais je vois, par exemple, sur ce sujet-là, comme je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, dans nos recherches, 60% des recherches produites par notre corps professoral permanent est liée au sujet de la transition écologique et sociale. 60%. Aujourd'hui déjà, via nos différents instituts de recherche, chaires de recherche. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, ça s'inscrit dans un continuum et une stratégie qui avait été déjà établie dès le début des années 2000. Une question pour vous aussi, Christophe Germain. Je sais que vous allez beaucoup en Chine, enfin vous y êtes beaucoup allé, vous étiez même responsable de l'institution que vous aviez ouverte là-bas. C'est une question qu'on n'avait pas prévue, donc il va peut-être en regarder avec des gros yeux. Est-ce que les Chinois sont alignés avec nous, ce qu'on envisage, par exemple, et vos partenaires plus généralement? Alors, j'ai une idée de la réponse, hein, mais… Non, mais la Chine est un très, très, très grand pays. Je vais parler d'un environnement que je connais un peu, qui est Shenzhen, puisqu'en l'occurrence, j'ai passé 2 ans à Shenzhen dans le cadre du développement d'une école. J'ai vu des choses sur place qui sont extrêmement positives et qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Par exemple, à Shenzhen, 40% des taxis sont des taxis électriques.
sur les véhicules particuliers, il y a également un fort pourcentage de véhicules qui sont des électriques hybrides ou électriques. Il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Alors, il ne faut surtout pas stigmatiser la Chine. Il y a des choses qui sont faites, mais c'est un pays tellement énorme, avec un impact tellement important qu'il est facile de dénoncer telle ou telle dimension qui est… Mais là encore, je pense que, peut-être que la Chine devrait s'engager encore plus par rapport aux objectifs qui sont fixés au plan international, mais il y a des choses qui sont faites en Chine. Il faut en être conscient. Il faut aller sur place pour se rendre compte que, par exemple, à Shenzhen, où l'investissement disponible et les ressources disponibles pour de l'investissement sont très, très importantes, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans le domaine de la transition écologique. Mais de toute façon, quand la Chine le décidera, on deviendra plus vert. C'est ma conviction, en tout cas, parce qu'évidemment, c'est les principaux émetteurs de CO2, et il faut le savoir. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y aura un sujet. Oui, alors… à titre symbolique, juste à titre symbolique. Il faut savoir que nous avons également un campus à Chengdu. Chengdu, c'est quasiment la ville qui a sauvé la race des pandas dans le monde, puisque les pandas que nous avons en France sont des pandas qui viennent de Chengdu. Ben voilà, on leur dit bonjour aux pandas. J'aime beaucoup en France les pandas. Est-ce qu'on va les rendre d'ailleurs? Parce que c'est Brigitte Macron qui l'avait baptisé, c'est dans mon souvenir. Question pour vous, qui est liée justement à cette nouvelle perception durable et j'allais dire frugale. Est-ce que les diplômés qui arrivent sont… Alors, on parlait d'insertion, on parlait de salaire. On publie souvent les salaires des jeunes diplômés. Est-ce qu'au fond, cette dimension, elle est mise un peu en retrait dans leur perception? Toujours un élément. Comme je disais, moi j'ai démarré il y a 12 ans. Pendant très longtemps, les gens qui choisissaient ces carrières, c'est des gens qui étaient prêts à faire des concessions sur les salaires. Aujourd'hui, les salaires augmentent sur ces sujets et c'est très bien. Ça rattrape le reste. Et je pense qu'il faut séparer, je pense qu'il faut vraiment séparer la façon dont on consomme, la frugalité et les salaires. C'est-à-dire que ce serait profondément injuste de dire à un jeune diplômé, bon, bah, toi, tu consommes de façon frugale, donc je vais moins te payer. Après, les entreprises, il y a une vraie réflexion sur comment continuer à vendre, comment continuer à faire du profit tout en modérant la consommation ou en tout cas en le faisant… Tenez, je peux vous la lire? Oui, c'est ça. Attention, je la lis. Les entreprises cherchent-elles véritablement plus les compétences que les diplômes? Un diplômé d'une école top 10 ou 12e, par exemple, avec des compétences RSE, serait-elle privilégiée par rapport à une école du top 3? Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, je mentirais si je disais que en France, l'école a énormément d'importance. Après, ce que je constate quand même, c'est que certains cabinets de conseil qui ont cette habitude d'aller chercher vraiment les écoles élites, entre guillemets, sont aujourd'hui beaucoup plus ouvertes sur les écoles, justement parce qu'il y en a certaines qui ont développé des spécialisations sur le carbone, sur la finance carbone, etc. Carole et Christophe, question pour vous et Nicolas commentera. Aller vers plus de responsabilité écologique, notamment, cela implique-t-il de renoncer à certains partenariats qu'on vous proposerait? Roulement de tambour, question. Vous avez la question. Je pense à répondre. Oui, vous avez… Je ne sais pas si vous attendiez une réponse tout de suite. Oui. Bah oui, bien sûr. Pas demain, je vous rassure, on est là. Tout à fait. Donc, est-ce que cela implique renoncer à des partenariats? En tout cas, ce que cela implique clairement, c'est aujourd'hui faire un choix de partenariat qui nous aide à accélérer notre évolution et notre développement sur ces sujets-là. Bon, ça, c'est clair. Après, est-ce que ça nous questionne sur nos partenariats? Oui, très clairement. Est-ce que ça nous a conduit pour le moment à renoncer? Non. En tout cas, non, pas encore. Mais je pense que les partenaires sont très attentifs à nos réactions et que nous sommes de plus en plus attentifs à bien définir ce que nous mettons dans nos partenariats. Voilà. Christophe. Réponse courte et précise, oui, bien évidemment. C'est-à-dire que ça fait partie des contraintes. Exactement.
Vous seriez prêt à demander à ce qu'on renonce à des partenariats aux directions d'école en disant, écoutez, là, cette entreprise, elle est border, il faudra quand même réfléchir différemment avec eux. Oui, et puis même sur d'autres sujets, en fait, on voit que la manière de s'adresser aux entreprises change un peu. Moi je pense sur un autre sujet, en fait, il y a eu sur les questions de discrimination, l'exécutif avait même fait du naming and shaming sur certaines entreprises. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut se servir de ces leviers-là pour dire aux entreprises, c'est un des moyens de dire aux entreprises. Voici nos conditions, en tout cas, de fixer un certain nombre de conditions. J'en ai parlé tout à l'heure, Carole et Christophe, pour les enseignants. Il y a des enseignants, ils ne se sentent pas toujours légitimes d'enseigner. Comment justement les accompagner, Carole ? Alors, ça dépend de quel sujet on parle. Pour les enseignants, là où ils se sentent clairement légitimes, c'est là où ils exercent leur métier de chercheur. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a besoin de les valoriser et d'inclure ces activités-là dans un ensemble de séquences où ils trouvent leur place très naturellement. Après, pour tout ce qui devient transversal ou tout ce qui contribue à des soft skills, là, le sujet, c'est de les accompagner dans la compréhension de ce qu'est une démarche compétence. D'abord, en la formulant de façon claire et compréhensible. Ensuite, en proposant des formations et des ateliers. Et on a à Centrale créé un espace spécifique pour les enseignants, qui est un espace de formation avec des ateliers qui sont proposés. Et il y aura régulièrement des formations proposées. On n'a pas parlé beaucoup des thèmes d'inclusion, d'égalité, de VSS aujourd'hui. Ça fait partie du sujet. Sur ces thèmes-là, par exemple, c'est un sujet qu'on doit traiter à l'échelle de l'établissement tout entier, personnel, étudiant, mais avec de la formation, avec de l'accompagnement. Donc, je dirais définir un système, se faire comprendre et accompagner et former. Les profs ? Par la formation. C'est évident, il faut les accompagner. En accélérant cette formation. Oui, bien sûr. Par exemple, et j'allais dire, on parle beaucoup du corps professoral, mais cela concerne l'ensemble des collaborateurs. Nous, par exemple, en début d'année, séminaire de rentrée, eh bien, nous avons invité l'ensemble des collaborateurs de l'école à travailler sur la fresque du climat. Oui, c'est vrai qu'après tout, c'est tout le monde qui doit être concerné. Bien sûr, pas simplement l'entreprise doit être alignée, l'entreprise école doit être alignée, évidemment. Une question pour vous, Caroline. Elles arrivent, hein, je m'excuse. Alors, comme c'est écrit encore 2 sur mon téléphone, je dois ouvrir grand les yeux. Et les salaires des ingénieurs sensibles au développement durable et à la RSE sont-ils actuellement les mêmes que les ingénieurs, leurs copains, qui sont sur des problématiques beaucoup plus techno ou beaucoup plus spécifiques, sectorielles, on va dire? Je comprends la question, mais c'est difficile de répondre précisément. En tout cas, il n'y a pas de bonus pour ceux qui sont RSE. Alors, ce qui est sûr, c'est que les salaires entre 2019 et aujourd'hui sur toutes les questions de RSE, Sustainability, ont augmenté en moyenne de 15%, avec 20% pour certains postes. Donc, les gens qui allaient sur ces thématiques étaient moins payés. Malheureusement, c'est clair, mais là, il y a un rattrapage qui se fait et sur certaines spécificités, voilà, aujourd'hui, si vous maîtrisez les sujets carbone, biodiversité, là, il y a vraiment une envolée des salaires. Nous avons conduit récemment une enquête qui montre que pour la première fois cette année, eh bien, les salaires des jeunes diplômés qui exercent des professions qui intègrent ces dimensions-là sont supérieurs aux salaires sur des postes plus, entre guillemets, classiques. On me fait part d'une remarque sur mon petit mobile. Les objectifs de développement durable n'ont pas encore été évoqués. Est-ce que vous utilisez le référentiel de l'agenda 2030 de l'ONU, Christophe? Effectivement, nous avons mis en place, nous sommes en train de travailler sur une matrice de matérialité. Et cette matrice de matérialité, elle a été structurée autour de ces objectifs-là. Donc, nous allons prioriser un certain nombre d'actions dans les 5 ans à venir en lien avec ces objectifs. Oui, nous étudions ces objectifs également et nous sommes en train d'en identifier quelques-uns qui seront prioritaires et que nous traitons prioritairement. Par contre, on est attentif à ce que tous soient abordés dans nos séquences d'enseignement. L'agenda de l'ONU.
Euh, pour les grandes écoles, c'est un très bon outil au niveau national, parce que ça permet de suivre plein d'indicateurs. Pour les grandes écoles, ce n'est pas forcément l'outil le plus pédagogique, puisqu'on se perd un peu parmi plein d'objectifs. Il y a eu un effort qui a été fait par la CPU, la CGE, de faire un guide des compétences qui est assez bien fait, qui a été repris justement dans le travail du GT Jouzel. Qui, à mon avis, sera plus adapté à une scénarisation pédagogique, en tout cas sur ce sujet-là. Mais donc voilà, ça fait partie des indicateurs principaux et qui permettent de bien suivre la situation. Ce n'est pas forcément le plus adapté pédagogiquement. Oui, c'est vrai que c'est des grandes lignes. Est-ce que, Carole, est-ce que tout le travail entrepris en matière de recherche, de réflexion, de prospective, ça diffuse, ça ruisselle sur l'executive education? Oui, c'est-à-dire que les grandes lignes qu'on se donne sur la formation initiale, hein, les grands axes qu'on souhaite traiter, on choisit de développer les mêmes dans le cadre de l'executive education et les partenariats qu'on noue d'un côté servent les autres, c'est-à-dire ce qu'on va développer aussi dans le cadre de la formation continue, je pense aux actions managériales, vont nous servir à alimenter notre formation initiale. Donc vraiment, on lit les deux. Pour nous, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une cohérence dans la formation et qu'on s'inscrive quand même dans une démarche de formation tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on a une logique, nos étudiants passent par l'école, on souhaite aussi que nos diplômés puissent rester en contact avec l'école dans une continuité. Donc, on garde une cohérence dans notre affichage sur les deux et les uns suivent les autres. L'executive education, c'est très important dans les business schools hein, en France. Hein. C'est même une histoire de ressources et de modèle économique. Est-ce que ça ruisselle aussi chez vous? Bien sûr. C'est vrai que l'executive education, c'est un sujet lié à la proximité avec les entreprises, donc c'est très important. Il y a également effectivement le côté ressources. À partir du moment où cette dimension-là elle est présente dans votre stratégie, il faut que vous aligniez votre portefeuille de programme par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, les formations que nous dispensons dans le cadre de l'executive education, un certain nombre d'entre elles sont centrées sur ces problématiques-là parce que il y a une demande de la part des entreprises, de managers qui aujourd'hui dans les entreprises n'ont pas eu la chance d'être formés à ces compétences-là. Donc, il nous faut les accompagner, bien évidemment, parce qu'il y a certes les jeunes diplômés qui vont rejoindre les entreprises demain, mais il y a ceux, les managers actuels, qui ont également besoin de développer ce type de compétences. Ça, c'est une exigence dans les entreprises de voir. Carole en parlait, la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire cette capacité à accompagner, parce qu'il y a une génération peut-être qui n'est pas sensibilisée. Je crois qu'un des éléments forts, un atout de l'entreprise, c'est cette capacité à former tout au long de la vie. Alors, on se forme dans l'entreprise, mais sur ces sujets, en tout cas, ça ne suffit pas. Enfin, ils sont complexes, ils sont systémiques. Donc, aujourd'hui, une formation à côté est vraiment nécessaire si on s'intéresse à ces sujets. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit vernis. Enfin, par exemple, la fresque du climat, c'est un outil, un outil très bien et elle est beaucoup déployée en entreprise, mais il faut aller plus loin. Et par exemple, Audencia a lancé cette année… Audencia a lancé cette année une formation Chief Value Officer qui s'adresse spécifiquement aux financiers. C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment développer. Je lis les questions. La labellisation développement durable et responsabilité sociale des établissements, l'exemplarité est-elle alignée avec la transformation des formations? Je ne comprends pas la question. Est-ce que quelqu'un l'a comprise? Est-ce que… D'ailleurs, Nicolas, merci. On est toujours sauvé par un étudiant. C'est le label des DRS. Effectivement, il y a une dimension de transformation des formations qui fait partie d'un des 5 axes du référentiel. Donc oui, il y a cette dimension-là et qui, en plus, les gens qui sont derrière sont aussi au fait de ces problématiques-là et le référentiel se veut évolutif. Donc, à partir du moment où on évoluera sur ces questions au niveau national, le référentiel bougera aussi sur ces questions. Voilà, heureusement qu'il était là, Nicolas. On a fait des questions. Alors, j'avais une question aussi là. Est-ce qu'il est possible de développer des formations spécifiques sur le territoire pour reboucler avec ce qu'on va dire tout à l'heure, parfois sur laisser la main aux collaborateurs pour avoir des idées plus proches, une certaine agilité, Carole, ou ça doit partir d'un peu plus haut? Ah non, je pense que tout le monde peut avoir de bonnes idées pour permettre de développer des formations. Après, l'idée est effectivement de rester cohérent sur l'ensemble de ce qu'on veut développer et de trouver les moyens adaptés pour développer des formations au bon niveau. Mais toutes les idées peuvent arriver et de tous les contributeurs.
Vous disiez, ça s'est accéléré, mais c'est aussi que tout le monde prend un peu l'initiative. Hein. Bien sûr. Avec le digital, en plus, on peut rapidement mettre en place des choses. Effectivement, nous, dans le cadre, par exemple, de l'élaboration de notre nouveau plan stratégique Ecos 2025, l'ensemble des collaborateurs, des parties prenantes de l'école ont été consultés, tant les diplômés que les entreprises, les étudiants, les collaborateurs. Il y a un certain nombre de projets qui ont été identifiés au cœur de ce plan strat, qui viennent de ces parties prenantes. Ça n'est pas le plan stratégique d'une direction générale, d'un conseil d'administration, mais c'est un plan stratégique qui a été élaboré à partir d'une consultation de l'ensemble des parties prenantes. Donc, généralement, les bonnes idées viennent justement de ces parties prenantes. Bien sûr, les bonnes idées. On n'est pas à l'abri d'une bonne idée, comme on dit. On arrive à la fin de cette émission. On a dit beaucoup de choses. Carole, comment vous voyez les 3 années à venir? Parce qu'on parlait d'urgence, donc je ne vais pas parler de moyen terme, 5 ans. J'irai même les 2 ans à venir en ce qui concerne votre établissement et votre organisation. Bien, en termes d'organisation, l'idée, c'est effectivement d'accélérer sur le mode participatif dont parlait mon collègue il y a quelques minutes. Je pense que c'est de finir de se saisir de tous ces enjeux et pour nous, d'accélérer la mise en place là, de notre déploiement pour qu'on puisse être à la hauteur des enjeux pour tous les jeunes qui le demandent. Et puis ensuite, l'enjeu pour nous, pour Centrale Marseille, c'est un développement toujours constant de l'établissement, une réflexion permanente sur les formations et certainement l'ouverture de nouvelles formations pour être à la hauteur de tout ce qui est devant nous. Christophe, même question. Les enjeux, je les ai un peu exposés dans le cadre de mes différentes réponses. Je pense qu'il y a un élément qui a peut-être été, qui n'a pas été évoqué, c'est que nous faisons un métier qui est passionnant. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance, et j'insiste toujours sur cet élément-là en interne, d'être au contact des jeunes. Et donc, il faut les écouter, il faut intégrer leurs attentes et c'est une chance énorme de pouvoir jouer un rôle dans cette transformation. C'est ce qui rend notre métier passionnant. Ça va s'accélérer, hein, Carole. Pourquoi je m'appelle Caroline? J'ai une Caroline qui explique ma confusion. Pardonnez-moi, Caroline. Ça arrive à la fin, remarquez, hein, je m'en suis bien sorti jusqu'à maintenant. L'accélération, elle est déjà là. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment vu une accélération en 2019. Et puis, cette période étrange qu'on a vécue et qu'on continue à vivre fait que ça s'accélère encore plus. Donc, ça, c'est plutôt positif. Votre métier va changer. Vous êtes 12 aujourd'hui, vous serez plus nombreux dans 2 ans, hein, probablement, parce que évidemment, si on recrute plus de spécialistes du développement durable et la RSE, bien, on viendra que frapper à votre porte. Une petite question, j'imagine qu'il m'est destiné sur les classements. Est-il possible d'influencer les critères? C'est un débat qui doit être mené, puisque de toute façon, il faut des critères clairs. Hein, on en a beaucoup parlé avec Christophe et avec la CGE. Ce sont des critères clairs qui doivent être édictés. Et c'est toujours compliqué d'évaluer ce que c'est véritablement l'impact et la capacité des établissements à mener de l'impact, vous l'avez dit vous-même. Et vous avez compris, j'ai laissé le mot de la fin à Nicolas, puisqu'on a dit que tout partait de la base des étudiants. Eh bien, c'est lui qui va nous dire comment il voit les 2 ou 3 ans à venir et est-ce qu'on doit s'agiter, nous les vieux? Est-ce qu'il faut faire bouger des choses nouvelles? Est-ce qu'il faut des moyens supplémentaires? Quelle est votre vision? Sur la partie enseignement supérieur en particulier, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles qui mettent en place des formations qui font bouger des choses. Pour le moment, le grand absent pour moi, c'est l'exécutif qui a mis en place des groupes de travail, mais pour le moment, la question qui se pose après, c'est qu'est-ce qui va en sortir et qu'est-ce qu'on peut, est-ce que ça va permettre une véritable transformation et de vraiment aider les établissements. Pour l'enseignement supérieur, il y a ça, mais de manière générale, en fait, c'est la question de on se donne des objectifs pour les bonnes raisons, hein. C'est pour éviter des risques, pour éviter que des gens souffrent. On se donne des objectifs et c'est se reposer régulièrement la question de est-ce qu'on va réussir à les tenir. Et si ça demande une accélération, accélérons. Toi, vous serez là pour le rappeler. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci, Carole. Bonjour à Marseille. Merci. J'imagine que les Marseillais étaient heureux après la défaite du PSG hier soir. Bon, on est témoins ici à Paris, je ne vais pas vous mentir. Bon, tout le monde n'aime pas le foot. Je sais que Christophe apprécie. Bonne journée à tous. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde table ronde consacrée au territoire. À bientôt. À tout de suite. Un petit jingle.